Bienvenue dans ce second volet de notre enquête sur l'enfant intérieur. Dans le précédent épisode, vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Nous avons démonté ensemble le grand détournement, comment la métaphore de l'enfant intérieur, outil thérapeutique légitime, a été transformée en produit miracle par un marché cynique. Nous avons exposé les 4 premiers pièges, la confusion entre métaphore et réalité, l'infantilisation, la négation des causes multiples et cette marchandisation brutale de l'intimité psychique. Mais une question cruciale demeure. Une fois que vous avez accepté le postulat de base, oui, j'ai un enfant intérieur blessé à guérir, que vous propose-t-on concrètement? Quelles sont ces techniques de reconnexion, ces rituels de guérison qui remplissent les stages à prix d'or? Et surtout, comment faire la différence entre ce qui révèle d'un accompagnement légitime et ce qui s'apparente à une manipulation dangereuse? Quels sont les signaux d'alarme à repérer avant même de s'engager? Et quand les dégâts sont là, comment les comprendre pour mieux s'en protéger? Moi, c'est Fatem Zahra Alami, traductrice du langage des miracles vendus. Je démêle avec vous les fils des récits qu'on vous vend pour retrouver la trame authentique de nos histoires. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des pratiques les plus courantes, décrypter leur fonctionnement et vous révéler ce que les vendeurs de rêves ne vous disent jamais. Puis, nous construirons ensemble les fondations d'un travail sain et émancipateur sur vos parts vulnérables. Vous êtes sur les voies du réel, un espace où la raison et le cœur marchent ensemble, main dans la main, un podcast qui parle des dérives du développement impersonnel. Commençons par le plus répandu et peut-être le plus insidieux, la visualisation guidée pour rencontrer son enfant intérieur. On vous l'a peut-être déjà proposé, de fermer les yeux, de vous détendre et d'imaginer descendre un escalier et au bout il y a une porte. Derrière cette porte, votre enfant vous attend. Ça semble poétique, inoffensif, mais c'est une porte d'entrée vers 3 problèmes majeurs. Premièrement, c'est une suggestion directe et puissante. En vous imposant un scénario, il y a un enfant derrière la porte. Le guide oriente et formate votre expérience intérieure. Votre esprit, en état de relaxation, est très perméable à ces suggestions. Ce que vous allez voir ou entendre sera largement influencé par ces mots, son ton, ses attentes implicites. C'est le terreau parfait pour la création de faux souvenirs. Le phénomène est connu en psychologie. Sous suggestion, notre cerveau peut fabriquer des souvenirs d'événements qui ne se sont jamais produits. Des détails, des scènes, des dialogues entiers. Dans le contexte d'une reconnexion à l'enfance, le risque est immense de construire une mémoire factice de traumatisme, de négligence ou à l'inverse, de moments idylliques qui n'ont jamais existé. Cette mémoire, une fois implantée, peut modifier votre perception de votre propre histoire, de votre famille et de vous-même. Les dégâts peuvent être considérables et durables. Deuxièmement, il y a le problème du lieu sûr. On vous dit, imaginez un endroit où vous vous sentez parfaitement en sécurité. Une plage, une forêt, votre chambre d'enfant. Cette injonction est un piège. Elle présuppose que vous avez accès à cette sensation. Pour une personne ayant vécu un trauma, c'est souvent faux. Cela peut créer une dissonance douloureuse, un sentiment d'échec. Pire, votre chambre d'enfant peut avoir été un lieu de souffrance. Le guide, appliquant sa recette standard, réactive alors une blessure sans le savoir et sans les outils pour la contenir. Troisièmement, et c'est le plus pernicieux,
Cette pratique externalise la source de la connaissance. On vous apprend que la vérité sur votre blessure vous sera révélée par cette entité imaginée. Vous déléguez. C'est le même principe que la médiumnité. Un rituel précis, la visualisation codifiée, un intermédiaire humain, le praticien qui guide et interprète, et une entité supposée, l'enfant intérieur présenté comme une conscience autonome. La mécanique est identique. On crée un protocole qui donne de l'autorité à l'intermédiaire pour faciliter le contact avec l'entité pour obtenir des réponses. On substitue la complexité de votre vécu par un archétype préfabriqué auquel on vous apprend à obéir. On vous fait croire que vous dialoguez avec la partie la plus authentique de votre être, alors qu'en réalité, on vous fait surtout dialoguer avec un archétype standardisé, peuplé des suggestions du guide et de vos propres attentes. C'est une forme d'auto-médiumnité dirigée, où vous incarnez à la fois le médium, l'entité évoquée et le client éberlué de votre propre spectacle psychique. C'est l'antithèse même du travail thérapeutique qui vise à vous rendre auteur de votre propre histoire sans personnage intermédiaire. Et les victimes de cette antithèse existent. Elles vous diront qu'après la séance, elles se sont senties plus victimes que jamais et ont sombré dans la dépression. Elles vous parleront d'entités inquiétantes apparues dans le sanctuaire intérieur qu'on leur avait pourtant promis sûr. On ne vous vend pas une guérison. On vous vend parfois un traumatisme supplémentaire déguisé en thérapie. Derrière le langage poétique de la rencontre avec son enfant intérieur se cache une expérience psychologique non contrôlée, non encadrée, qui peut réveiller ou créer de véritables blessures. Et quand cela arrive, qui est là? Le praticien, souvent sans formation pour gérer une crise psychologique, vous dira peut-être que c'est une crise de guérison, une purification nécessaire. On vous fait passer un nouveau seuil de souffrance en vous disant que c'est le prix à payer. Non. La souffrance n'est jamais un passage obligé vers la guérison. C'est un signal d'alarme. Et quand une pratique l'amplifie au lieu de l'apaiser, ce n'est pas une thérapie, c'est une agression. On vous vend un risque, le risque de ressortir plus abîmé que vous n'êtes entré. Et quand ce risque se réalise, on l'appelle une étape du processus. Non, c'est l'échec du processus. Ensuite, quand la simple visualisation ne suffit plus à maintenir l'illusion ou les revenus, l'escroquerie monte d'un cran. C'est le passage au channeling ou à l'exploration des vies antérieures. Le channeling, c'est quand le praticien prétend littéralement canaliser la voix de votre enfant intérieur. Il parle à sa place avec une voix différente, vous transmet ses messages. Pensez-y 2 secondes. Un adulte, souvent payé à l'heure, fait une voix d'enfant pour vous dire ce que vous devez faire de votre vie. C'est d'un grotesque absolu et d'une manipulation crasse. Il devient le seul intermédiaire, le seul interprète autorisé de votre propre inconscient. Le pouvoir que cela lui confère est immense et les dérives sont inévitables. Conseil financier, maintenant que vous avez guéri la couche superficielle, il y a une couche plus profonde. Et les ruptures familiales, parce que votre famille ne peut pas vous comprendre. Ajoutant à cela, dépendance affective qui résulte des séances sans fin. Pas d'objectif clair ni de terme prévu. La crainte est entretenue. Si tu arrêtes, tout va revenir. Le client projette ses besoins d'attachement sur le praticien. Ces dérives ne sont pas théoriques.
Elles sont documentées par les témoignages de victimes, les signalements aux associations de lutte contre les dérives sectaires et les constats des professionnels de santé mentale qui reçoivent en consultation des personnes plus abîmées qu'auparavant. Quand une personne paye des milliers d'euros pour des stages successifs, quand l'encourage à rompre avec sa famille toxique, qu'elle développe une anxiété à l'idée de manquer une séance, nous ne sommes plus dans le bien-être. Nous sommes dans un système d'emprise. Tous les praticiens ne tombent pas dans ces extrêmes, mais le système lui-même, avec son langage magique, son absence de cadre et ses promesses de transformation totale, crée les conditions pour que ces abus se produisent. Et ils se produisent. Quant aux vies antérieures, c'est l'ultime fuite en avant. Votre dépression ne guérit pas avec le stage sur l'enfant blessé? C'est normal, vous dit-on. La cause est plus ancienne. Vous étiez une servante opprimée au Moyen Âge, un soldat romain trahi. Pour quelques centaines d'euros de plus, on vous nettoiera cette mémoire karmique. C'est ingénieux, on déplace la cause du problème dans un passé totalement invérifiable, créant ainsi un besoin infini de nettoyage. C'est la promesse d'une solution définitive qui, par construction, ne peut jamais arriver car il y aura toujours une vie antérieure de plus à explorer. Ces pratiques ne reposent sur aucun fondement scientifique. Les souvenirs de vie passée s'expliquent par des phénomènes psychologiques bien documentés. La cryptomnésie, ou un souvenir oublié d'un livre ou d'un film ressurgit sans que l'on en identifie la source. La fabulation et bien sûr la suggestion. Leur danger est triple. Elles évacuent les causes réelles et présentent des souffrances. Elles peuvent créer des croyances délirantes et elles constituent un détournement massif de ressources financières et émotionnelles. Face à cette jungle, gardez ces signaux d'alarme en tête. Fuyez les pratiques qui promettent l'accès à l'invérifiable, énergie, enfant intérieur, vies antérieures, mémoire cellulaire. Celles qui s'érigent en seule interprète autorisée de votre psyché, channeling, médiumnité. Celles qui vendent des transformations radicales en un temps record, qui multiplient les niveaux et les coûts de façon exponentielle, qui vous isolent en diabolisant votre entourage actuel qualifié de non éveillé, qui invalident vos questions en les appelant des résistances, et celles qui parlent le langage du don ou de l'intuition. Mais au-delà de ces signaux concrets, retenez ce principe fondamental. Un accompagnement sérieux n'a pas besoin de mystère pour être profond. Il assume ses méthodes, reconnaît ses limites et vise votre autonomie, pas votre dépendance. Il vous traite en adulte capable de comprendre et de choisir, pas en initié passif devant recevoir la révélation. Ces critères ne sont pas que des listes théoriques. Ce sont des filtres qui, appliqués, auraient peut-être permis d'éviter ces souffrances. Alors, où cela nous mène-t-il? Si ces pratiques sont si risquées, si leurs mécanismes sont si proches de la manipulation, existe-t-il des alternatives, des moyens de travailler sur nos blessures sans tomber dans ces pièges? C'est justement ce que nous explorerons dans de prochains épisodes, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer ce qui ne marche pas. Il faut aussi montrer les voies qui, elles, peuvent vraiment nous aider à grandir, sans nous infantiliser ni nous endetter. Mais d'ici là, retenez ceci. Votre intuition, votre sens critique sont vos premiers alliés. Si une promesse semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Si on vous demande de déléguer votre jugement à quelqu'un qui prétend mieux vous connaître que vous-même, fuyez. Prenez bien soin de vous.